Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Portail de l'environnement. Les changements pluviométriques constituent le premier élément de perception des changements climatiques au niveau des populations locales. Outre la pluie, il y a encore les températures maximales, qui sont des éléments bien sûr, qui permettent d'indiquer, d'expliquer ou d'annoncer ces changements de la nature dans nos différentes localités. On les appelle encore les savoirs et connaissances endogènes traditionnels, bien sûr. De quoi retournent ces savoirs et connaissances endogènes? Comment permettent-ils de lire le temps, de comprendre bien sûr le temps? Quels sont leurs rapports dans la résilience des populations face au changement climatique? Des questions qui trouveront des réponses au cours de cette émission. Parole aux experts. Bien sûr, le premier numéro, nous recevons pour vous dans un premier temps 2 enseignants-chercheurs et pas des moindres, spécialistes des climats et des savoirs endogènes. Alain, bien sûr, avec les changements climatiques. Professeur Eustache Bokonoganta, bonjour. Bonjour. On ne vous présente plus, hein. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Parakou, expert international en climatologie. Merci d'être là. Merci. En face de vous, Dr Akibou Akindele, aussi qu'on ne présente plus. C'est vrai que vous êtes rare sur le plateau de la télévision, mais on vous a eu aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi ethnoclimatologue. Vous êtes enseignant-chercheur au centre universitaire d'Adjara. C'est bien cela? Bien sûr. Merci d'être là. Merci. Alors, droit d'aînesse oblige, je m'adresse au professeur Bokonoganta. Quand on parle de savoir et connaissances endogènes, qu'est-ce que le Bénin lambda, ou du moins toute population, doit comprendre? Je vous remercie. En fait, c'est seulement en 1921 qu'il y a eu les premières stations de mesure des paramètres climatologiques. 1921. 1921, au Bénin. Ça fait longtemps déjà, hein? Oui. Au Togo, un peu plus tôt, 1908. Waouh. Mais les deux guerres ont un peu entravé la mesure des éléments du temps et du climat. Bref, c'est pour dire que bien longtemps avant, nos parents, nos producteurs, nos paysans connaissaient ces paramètres du temps et du climat et faisaient avec. Donc les savoirs endogènes ou traditionnels sont des savoirs construits depuis plusieurs générations sur la base de vécus et d'expériences, parfois d'humiliation, parfois de succès, mais qui ont été enseignés de génération en génération et qui ont fait leurs preuves et qui continuent de faire leurs preuves. Vous avez dit d'humiliation, pourquoi cela? Oui. Lorsque vous avez mis tout un soin, beaucoup de soins à semer des grains et que par la faute du temps, ça ne marche pas, vous avez une mauvaise récolte, c'est de l'humiliation. Mais on a appris à capitaliser tout cela. Les populations ont appris à capitaliser tout cela. Et cela ressort à travers la mémoire collective, c'est-à-dire les contes, les proverbes, les dictons et autres, qui sont les véhicules de ces savoirs et connaissances traditionnelles sur le climat. Ces dictons permettaient quand même de faire passer ces connaissances d'une génération à une autre. Exactement. Et c'est ce que nous avons appris à collecter patiemment depuis 1982. Ce qui fait une énorme base de données et qui permet de dire que ces connaissances traditionnelles sont quand même à ne pas négliger et doivent être capitalisées et, disons, introduites dans les scénarios et stratégies de gestion du climat de nos temps, des temps modernes. Alors, Dr Akibou, toutes ces connaissances que nous avons par le passé, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire qu'on continue encore de les utiliser dans nos régions, même si l'évolution de la science a permis de mettre un peu sous boisseau ces connaissances qui sont aussi très importantes pour le développement de toute nation? On ne peut pas négliger ces connaissances. Ces connaissances continuent d'être utilisées et continueront d'être utilisées. Ah oui. Bien sûr, parce que j'ai l'habitude de dire que au village ou en milieu réel, les gens ont l'habitude de dire c'est ce que j'ai vu mon père faire, c'est ce que mon grand-père a fait. Exactement. Et donc c'est comme ça on le fait. Ouais. Et donc pour dire que les savoirs endogènes ne peuvent pas être négligés en milieu réel. Et tout ce qui se passe aujourd'hui du point de vue scientifique,
on a juste besoin de faire une complémentarité, c'est-à-dire utiliser ces données officielles issues de ces stations pluviométriques ou de ces stations synoptiques que le professeur a indiqué tout à l'heure en nous disant que c'est en 1921 seulement que nous avons eu droit à la pose des pluviomètres. On a eu droit aux premières stations qui permettent de mesurer ces paramètres-là. Donc, si nous avons commencé en 1921, alors qu'on sait que l'agriculture existait depuis, c'est né avec le monde, si je peux le dire ainsi. Exactement. Donc, nos parents se basaient sur quelque chose. Ils n'ont pas vu ces pluviomètres-là d'abord pour dire il y a eu 2 mm d'eau, donc on peut aller mettre du maïs en terre. Non, mais ils savent à partir de quand l'humidité suffisante est atteinte pour pouvoir aller semer. Justement, je veux, Dr Akibou, je veux quand même qu'on touche du doigt ces réalités, ces connaissances endogènes. Comment est-ce que nos parents faisaient pour savoir qu'il y a de l'humidité, que cette fois-ci on peut mettre un plant en terre, on peut s'aimer? Comment est-ce qu'ils faisaient? Voilà, il y a plusieurs indicateurs. Vous avez par exemple les indicateurs phytométéorologiques, c'est-à-dire des stades de développement de certaines espèces végétales qui permettent d'indiquer un temps. N'est-ce pas? Je prends par exemple l'Erythrina senegalensis, que les fonds appellent le Kpaklessi. La floraison du Kpaklessi est un élément indicateur de l'entrée dans la période sèche, par exemple. Et si par exemple on voit de jeunes fleurs sur une espèce que les fonds appellent Adada, ça donne de jeunes fleurs en plein cœur de saison sèche. Voyez-vous, c'est des éléments qui sont utilisés comme calendrier ou éléments chronologiques qui permettent aux populations de savoir que voilà, on est à tel moment de l'année et par conséquent, on peut commencer par faire telle ou telle chose. Donc, il y a de ces savoirs. Vous avez par exemple les batailles répétées entre les Magouya. Ces batailles entre Magouya sont des signes aussi? Absolument. Tout à fait. Les Magouya mâles se livrent à une bataille très rude à l'approche de la petite saison pluvieuse. Ah oui? Oui, parce que sur le territoire, pour être le mâle accoupleur, il faut être le mâle le plus fort. C'est le mâle le plus fort qui accouple toutes les autres femelles du territoire. Ça, c'est dans le règne des Magouya, c'est comme ça se passe. Et donc, à l'approche de la petite saison pluvieuse, qui est en réalité cette saison au cours de laquelle vous avez le plus grand grondement de tonnerre, qu'ils vous souviennent que dans l'imaginaire, on nous disait que c'est le grondement de tonnerre qui éclore les œufs des Magouya. Des Magouya, oui. Voilà. Donc en réalité, dès l'approche de la petite saison pluvieuse, n'est-ce pas, la bataille est livrée sur le territoire pour identifier le mâle le plus fort qui va accoupler à des fins donc de ponte pour les femelles et qui coïncide avec cette petite saison pluvieuse. C'est des exemples quand même. Est-ce que ces exemples-là continuent? Est-ce qu'on continue encore de les observer aujourd'hui? Oui, le problème, nous étions à Tukuntuna la dernière fois dans le but au niveau de notre laboratoire de capitaliser les connaissances sur les Wama et on nous a dit, bon, nous connaissons tout cela, il y a des indicateurs, mais nous voulons bien un projet, mais aidez-nous d'abord à reconstituer les indicateurs qui font que nous pouvions connaître les types de temps, de saison et autres, parce que tout a été détruit, les forestiers pour le bois et autres, et les forêts partant, l'écosystème a suivi, l'écologie a suivi, bref, la petite faune a suivi et tout cela. Donc, les gens sont conscients que ça existe, mais que ça a des limites puisque actuellement la destruction à grand rythme de l'environnement perturbe les repères paysans ou des producteurs par rapport à ces genres d'éléments. Vous savez, lorsque vous avez des oiseaux migrateurs, si les bosquets, les forêts dans lesquels ces oiseaux ont l'habitude de migrer sont détruits,
il n'y a plus d'oiseaux migrateurs. Exactement. Et les paysans vont se dire, bon, ben, nous n'avons plus d'oiseaux migrateurs et nos repères sont faussés. Ouais. On ne sait plus quand ces oiseaux arrivent, quand est-ce que ces oiseaux partent pour qu'on puisse dire c'est la fin de la saison des pluies et c'est le début de la saison sèche. En fait, c'est une question d'environnement global qui se pose à notre niveau. Et donc, nous essayons de capitaliser déjà ce qui peut l'être, c'est-à-dire que de rassembler les informations territoire par territoire, terroir par terroir, et d'essayer de les mettre en répertoire pour que le peu qu'il y a encore d'informations soit sauvegardé pour l'humanité. Je me rappelle quand on préparait l'émission, vous avez parlé par exemple de Hututu. Quand ça chante, ça annonce moi, le début d'une saison. Je ne sais pas moi, rappelez-nous tout ceci. Tout à fait, le Hututu est... Et comment on appelle en français le Hututu? C'est quoi, c'est en fond ça? Le Koukal du Sénégal, okay. Son nom scientifique. Le Centropus sénégalensis. Voilà, okay. Donc son cri annonce l'arrivée imminente de la pluie. Il y a des indicateurs de paramètres spécifiques, tels que la pluie, l'orage et autres, le tonnerre, la foudre, ainsi de suite, mais il y a des indicateurs de saison. Okay. Et c'est à cela que nous nous intéressons surtout, parce que les indicateurs de paramètres individuels ne répondent pas du tac au tac comme disons, une ampoule électrique qu'on allume. Il y a un temps de réponse. Mais les indicateurs saisonniers permettent au monde paysan de produire et de faire des emblavures, et c'est cela qui nous intéresse le plus. Donc il y a des exemples de ce genre qu'on peut encore citer, la floraison du flamboyant. Vous voyez, lui, ça indique que voilà, vous êtes en pleine saison sèche et le flamboyant fleurit. Ouais. Donc dès qu'on commence à observer, on dit tiens, ça commence à arriver. Et surtout, c'est intéressant parce que les paysans les plus âgés, les producteurs les plus âgés, observent ces signes-là et avertissent les jeunes du danger qu'ils courent en ne labourant pas vite, en ne semant pas vite, en ne récoltant pas vite. Il est vrai que certaines années, comme en 1963, 1968, 1979, 1987, il y a eu des régimes unimodaux, c'est-à-dire que la pluie a commencé en avril et ne s'est achevée que pratiquement en octobre. Ce qui a perturbé totalement le rythme annuel habituel. Mais là encore, c'est des événements exceptionnels qui sont intégrés par les populations, puisque si je vais dans la vallée, il y a dans la construction, dans l'habitat, si je parle déjà des inondations, eh bien les gens ont intégré ce risque d'inondation dans la construction de l'habitation, puisqu'il y a une zone où on crée une faiblesse sur le toit qu'on appelle Kholila. Kholila, c'est-à-dire on crée la faiblesse au niveau de la toiture qui est épaisse de 50 cm pour permettre aux gens de sortir en cas d'inondation la nuit. Donc c'est des stratégies que les populations intègrent et il n'y a pas de risque non contrôlé, il n'y a pas de risque non calculé. Tout est calculé. Tout est contrôlé. Malheureusement, les repères sont en train d'être faussés. Mais attends, qu'est-ce qui explique alors qu'aujourd'hui que ces repères sont faussés? C'est le changement climatique. Qu'est-ce qui est à la base de tout ceci, Dr Akiwu Akindele? Bon, les changements climatiques ont une quote-part dans ce qui se passe, mais quand on sait que ces changements climatiques-là, l'homme est responsable de façon générale, parce que de ces changements climatiques, on pourrait donc attribuer ces perturbations-là aux humains. Sachant que, c'est vrai, le climat par essence est changeant. Mais ce qui fait l'inquiétude aujourd'hui, c'est le rythme de changement qui est dû en réalité aux activités humaines. La ponction des ressources naturelles à partir de ces machines, de ces industries, pour pouvoir aller vers une croissance économique exagérée. C'est ça en réalité qui est à la base, parce que toutes ces machines-là émettent des gaz à effet de serre
toute chose qui désagrège, n'est-ce pas, l'ozone, le O3, et contribue naturellement au réchauffement planétaire. Lequel réchauffement agit sur ces indicateurs et contribue au changement de leur phase de développement, à la disparition de certains, etc. Voilà un peu les éléments qui expliquent. Est-ce que ces connaissances, professeur Bokone Ganta, sont documentées? Parce que c'est vrai que c'est des choses qui permettent de contrôler la nature. Ça pourrait nous aider. C'est vrai qu'aujourd'hui, très peu de gens connaissent ces choses-là. Aujourd'hui, vous le dites, mais moi, je ne savais pas que quand les lézards se battaient, que ça annonçait une saison. Mais là, c'est des trucs très intéressants. Mais comment faire pour documenter? Ou du moins, est-ce que ces connaissances sont documentées? Voilà. Bien. Ces connaissances ont commencé à être documentées. Il est vrai qu'au niveau du laboratoire de climatologie de Parakou, nous avons commencé par rédiger des monographies. Parce que j'ai dit tantôt qu'il faut d'abord collecter. Oui. Monographie, climat et société, selon le collègue parlait tout à l'heure d'Adja, climat et société selon les Bété-Maribé. On pourrait parler par exemple des 42 groupes socioculturels, c'est cela? Oui, mais les 42 groupes socioculturels, c'est une vision, c'est un objectif à atteindre. Actuellement, nous en sommes au niveau de 22. Wow. 22 avec 12 groupes socio-professionnels sur lesquels nous avons des travaux approfondis. Et donc 5 devront faire l'objet d'éditions très prochainement si nous avons nous négocions des soutiens pour cela. Ok. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui je vois vous scientifiques vous en parler. Est-ce que dans le monde scientifique en général, on reconnaît ces connaissances endogènes? Est-ce qu'on les reconnaît? Est-ce que parfois avec vos collègues, il n'y a pas de conflit de dire mais attends, qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur-là? Est-ce qu'il n'est pas fou lui par exemple en disant quand même qu'en observant la nature, qu'on pourrait savoir quoi faire les années à venir, les mois à venir, pour mettre en terre un plan, par exemple, s'aimer quelque chose? Oui, évidemment. Pour certains, c'est comme si on était en train de parler de tout et de rien. C'est comme de l'alchimie pour d'autres. Mais quand on commence par en parler avec une certitude, les gens sont intéressés tout de suite et maintenant. Parce qu'ils se retrouvent, n'est-ce pas, dans leur vécu quotidien. Ils se retrouvent, s'ils ont eu la chance de vivre au village. Vous avez dit s'ils ont eu la chance, parce que beaucoup sont nés en ville. Hein? Oui, beaucoup sont nés en ville. Mais écoutez, quand on regarde le monde scientifique aujourd'hui, en tout cas pour ce que je connais, nous ne sommes pas à 90% des citadins. Hein. C'est vrai. On est tous des gros villageois qui avions pris nos sacs un jour pour atterrir. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui sont réalisés et qui permettent de capitaliser ces connaissances-là. Le professeur le disait tout à l'heure, depuis 1982, il a commencé, je l'appelle dans ce sens-là, le baobab par rapport à cette affaire, à cette connaissance qui est en train de prendre une nouvelle forme aujourd'hui. Après 82, il y a le professeur Michel Bokone qui, dans sa thèse, qui a porté sur climat et communauté rurale au Bénin, rythme climatique et rythme de développement en 88, a fait également usage de quelques terminologies ethnoclimatologiques, c'est-à-dire le climat, la chaleur, comment est-ce qu'on appelle la chaleur, la saison de pluie, voilà, etc. Il a abordé ça dans sa thèse en 88. En 90, on a eu un énorme travail qui a été fait par le professeur Ganta. Encore qui a apporté, bien sûr, je le citerai. Ça veut dire que la mémoire même de ce travail, le professeur il est là. Bien sûr, à tout seigneur, tout honneur. Moi, j'ai pris le train en marche en 2005. On avait eu la chance d'organiser une sortie pédagogique à ses côtés, où à l'occasion, c'était sur Soava, on était allé à Sochankoué, voilà, et à l'occasion, il nous avait donné un exercice, c'était d'aller savoir comment est-ce que nos parents appellent le vent, la pluie, l'humidité, et quels sont les éléments qui leur permettent de détecter la direction du vent. Voilà, c'était un exercice de genre, nous avons restitué
Et puis depuis ce temps, j'ai commencé par être intéressé aussi par ces travaux-là. Alors donc, du point de vue scientifique, aujourd'hui au Bénin, il y a une base énorme, parce que le projet est revenu en 2016 pour boucler, parachever tout ce qu'il avait commencé depuis 1982 par un travail sur les référentiels climatiques et la problématique de l'adaptation au changement climatique dans l'espace Togo-Bénin, voilà. Alors, pour ça, je repose la même question. Est-ce qu'il n'y a pas souvent ce conflit entre collègues qui se disent, mais c'est vrai que, ok, nous qui avons vécu au village, on a ces connaissances, nos parents nous le disaient, mais aujourd'hui la science est là et puis les choses ont évolué et on ne va pas continuer à se baser sur ces éléments-là pour expliquer la nature. Il est vrai. Au début, ça a été très difficile. Je me rappelle au laboratoire où j'étais à l'université d'Abomey-Calavi, on dit, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ça va donner quoi? Et surtout, en 1992, en 90, on avait l'opportunité d'aller avec le professeur Michel Boucault à un atelier à Lausanne, en Suisse, et j'avais le malheur de proposer le petit ethnoclimatologie, modèle climatique endogène des groupes socioculturels. L'Assemblée s'était divisée en deux. C'est quoi cette affaire? Il y en a qui disent qu'il faut continuer, dont Madame le professeur Perra, présidente honoraire de l'Université de Bourgogne. Et ils m'ont encouragé. La relecture a dit, bon, on publiera votre article si vous nous trouvez une définition. Parce qu'on a regardé dans tous les livres, il n'y avait pas de définition. On s'est dit, mais ça, c'est du racisme. Et comment il fallait faire? Ben, en 2 jours, en deux nuits, 3 jours, j'ai proposé une définition qui n'a pas été contestée. Et donc, nous, ça nous a permis de continuer notre travail. Et l'article a été publié. C'est pour dire qu'au début, ça a été très difficile, mais ça commence à s'imposer. Pourquoi? Vous savez, actuellement, en 2020, nous avons eu des TDR. La CDN voudrait intégrer les savoirs endogènes sur le climat. Le PNA. Le PNA aussi veut intégrer ces savoirs. A intégré, puis on a fait un énorme atelier à Parakou en juillet passé, juillet 2020. Et où on a rassemblé 42 groupes socioculturels de différentes nationalités, c'est des producteurs et productrices. On a fait un très gros travail, c'est avec le ministère de l'Environnement, de la GIZ, avec IPAC. Et récemment encore, je vois un autre TDR, donc ça veut dire que ça commence à prendre. Les gens commencent à prendre conscience de l'intégration de la question des savoirs endogènes dans nos différentes stratégies pour mieux gérer l'environnement. Et la raison est la suivante. Nous sommes 80% de paysans, non alphabétisés, non lettrés. Et nous sommes 20% seulement, je globalise, de lettrés, d'alphabétisés, en français. Mais comment voulons-nous convaincre les 80% si nous n'établissons pas le dialogue avec eux pour savoir quels sont leurs termes, quels sont leurs référentiels? Nous avons fait au labo de climatologie à Parakou un atelier en juin 2019 sur le référentiel des groupes socioculturels pour l'environnement et le climat. Ça a été très apprécié. Les collègues ont compris qu'il y avait quelque chose à faire. Et pour finir, je dirais que ce qui est la chose la plus importante, c'est de capitaliser pour que les gens commencent à savoir que dans telle langue, voilà comment ça se dit. Dans telle langue, les terminologies, les paramètres, les stratégies d'adaptation, d'atténuation, et c'est ça qu'il faut pour que progressivement les gens puissent savoir que ça s'impose réellement. La diversité des langues explique la diversité des connaissances et savoirs endogènes sur le climat, et c'est cela qu'il faut résoudre d'abord. Nous ne sommes pas dans un contexte où il a fallu que quelqu'un écrive pour la même langue le Larousse, un autre le Robert, un autre le Petit, et l'Académie française a fini par écrire
le Larousse, c'est un cheminement très long. Très long, ouais. Nous n'arrivons là que dans un millénaire, mais au moins, chaque langue aurait eu à capitaliser ses savoirs et ses savoirs endogènes. Et nous sommes allés un peu plus loin au laboratoire climatologique où on a dit, bon, faisons des plaquettes de petite dimension où on fait vocabulaire de l'environnement et du climat, parce qu'on a remarqué tout à l'heure que les deux sont ensemble, vocabulaire de l'environnement et du climat, à l'intention des primaires et des secondaires. Et ceci se fait avec des enseignants retraités, s'il vous plaît, du primaire qui ont tout de suite compris l'intérêt de cette chose-là. Et ils ont accepté se mettre à vos côtés pour le travail. Avec de modestes moyens, ils ont accepté de faire. On a déjà fait pour 5 cours socioculturels, le Peu, le Batonou, le Wama, le Betembarebe et le Fond. Okay. Donc, parce que les gens se disent, ça là, ça va faire fort parce que c'est ça que les gens ont besoin. Il y a un décret qui dit d'enseigner dans nos langues nationales. Il n'y a pas de manuel pour enseigner dans nos langues nationales. Et comment enseigner? Nous, petitement, on propose juste qu'on puisse avoir du matériel de formation en climatologie et pour permettre de comprendre les changements climatiques. Dernière chose, on est en train de monter les écoles du climat. Les écoles du climat, ce sera interface à tout petit niveau où des personnes âgées vont rencontrer des jeunes, des enseignants, pour leur parler du climat qu'ils faisaient avant. C'est dans les écoles, dans les collèges? Non. C'est pas dans les écoles, c'est pas dans les collèges. Ouais. C'est au niveau des arrondissements. La première expérience va être faite, ça va être dans pas longtemps, d'ici mars, et une autre expérience va être faite à Ouessé, pour que des personnes âgées viennent nous parler du climat en attendant que nous les introduisions à l'université avec l'autorisation de nos autorités, de nos recteurs, parce que c'est cela qui va être la chose la plus intéressante. En climatologie première année, lorsqu'on enseigne la pluie, la température, tout ça là, on décide, on prend une petite demi-heure, on dit bon, on met 6 thermotableaux et on dit à des représentants de 6 groupes socioculturels d'aller donner les équivalents dans leur langue nationale. Comme l'expliquait tout à l'heure Si Dr. vous Kivu. voyez comment est-ce que la classe vit, on sent que réellement on leur apporte une information. C'est-à-dire c'est le chaînon manquant, c'est le lien entre les savoirs endogènes de leur groupe socioculturel, de leur communauté et ce qu'on leur demande d'apprendre. Et beaucoup commencent à se dire que vraiment c'est maintenant que nous approchons la connaissance. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui quand on vous regarde, on se dit mais vous constituez genre une goutte d'eau dans un océan où il faut beaucoup travailler, surtout il faut vulgariser les documents, les prouesses à ce niveau. Alors est-ce que vous avez besoin de quelque chose pour faire connaître davantage ces savoirs endogènes, pour mettre ceci à la portée, du moins à la disposition de nos décideurs, parce que aussi ça va contribuer au développement de nos pays? Ah oui, nous avons besoin de beaucoup de choses. Oui. Nous avons déjà commencé à notre niveau par faire ce qu'on doit faire pour ne pas paraître comme quelqu'un qui est inondé et qui attend d'abord que les caméras viennent le présenter dans l'eau pour dire venez me sauver. Il n'a qu'à commencer par sortir de l'eau d'abord et rester au loin, montrer, bon, vous voyez, c'est ma maison qui est dans l'eau là-bas. Voilà, là au moins on lui aurait accordé, n'est-ce pas, une crédibilité. Oui, je vois. Voilà. Alors, ce que nous avons commencé par faire, comme le disait le professeur tout à l'heure, c'est que le laboratoire à Parakou fonctionne beaucoup, n'est-ce pas, dans cette thématique-là. Il y a beaucoup de travaux qui sont réalisés à ce titre. Mais la vulgarisation a du plomb dans l'aile, parce que pour cette question-là, il y a la problématique des moyens qui se posent. Nous avons fait des publications scientifiques, c'est ce que nous pouvons faire en tant que chercheurs. Nous faisons la recherche, on vient au laboratoire, on essaie donc d'emboîter cela, si je peux le dire ainsi, et puis après, à l'épave, on met ça sur la place publique à travers les revues. Les publications sont faites. En dehors de ça, nous avons inséré dans l'offre de formation
l'enseignement de l'ethnoclimatologie. Oui. Ok. Et donc, nous enseignons ça désormais à nos étudiants et qui trouvent ça vraiment très, très intéressant. Ok. Et il y a beaucoup d'étudiants déjà qui ont choisi cette option. Oui, il y en a qui ont choisi de faire carrière en ethnoclimatologie déjà. Le samedi prochain, j'aurai la chance, aux côtés du professeur Yabi Ibrahima, d'assister à la soutenance d'un impétrant qui a travaillé sur concept et conception des paramètres et événements climatiques en pays Adja. Okay. Le cas spécifique de Dogbo. Okay. Voyez-vous, c'est une recherche très intéressante qui nous a permis de comprendre comment est-ce que les populations Adja ou le peuple Adja désignent, n'est-ce pas, le climat, quels sont les indicateurs, parce que on parle d'abord du concept, mais on voit maintenant quelle conception ils ont de ce concept-là. Okay. La vraie limite, et ça fera objet d'une autre recherche, c'est que le concept de climat même, climat en tant que tel, ainsi dit, nous n'avons pas retrouvé son équivalence en langue Adja. Okay. Et quand nous avons cherché également... On n'a pas trouvé. Non, ça n'existe pas. Même en Nago, on n'a pas trouvé. En fond, on n'a pas trouvé, etc. Ça voudra dire quoi? Voilà une nouvelle piste de recherche. Okay. Et moi, j'ai souvent l'habitude de dire, nous allons créer ça. On va créer le concept de climat. Parce que tout est créé, pourquoi pas? Oui, et puis, c'était le samedi seulement, j'étais aux côtés de mon épouse dans sa boutique, elle vendait... Et il y a une petite qui est venue pour dire qu'elle veut acheter les fils qu'on prend pour faire kobi-kobi. J'ai dit, mais c'est quoi kobi-kobi? Voilà, c'est ce dispositif-là qu'ils appellent kobi-kobi. Ah. Et quand je regarde... Les boutons, vous voulez dire? Oui, ceci, fait de cette façon-là. Okay. C'est ça qu'ils appellent kobi-kobi. Alors, quand j'ai fait ça, j'ai dit, mais ça doit être un nouveau concept. Et ça m'a donné davantage plus de raisons pour dire oui, on peut créer le concept de climat dans nos différentes langues. Exactement. Et nous allons vulgariser ça, si les moyens existent, pour dire voici ce qu'on appelle climat. L'équation, je suis en train déjà de l'écrire. Mais c'est pas bizarre de se dire que dans nos différentes langues, il n'y a pas une appellation pour le climat? Non. Il n'y en a pas. C'est bizarre, non? J'ai travaillé sur 52 langues, il n'y en a pas. Il n'y en a pas pour la température aussi. Alors, raison de plus pour que les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle climat. Encore changement climatique. Non. Ça veut dire que cette abstraction n'a pas de sens pour l'Africain. Okay. J'ai modestement travaillé un peu avec des collègues du Maghreb. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas aussi là-bas aussi? Non. Par contre, c'est le vécu qu'ils traduisent. Ok. Ils traduisent le vécu. Oui, c'est le vécu qu'ils traduisent. On va parler de chaleur, on va parler de fraîcheur. Mais ce ne sont pas des éléments mesurés. Tout à l'heure, le collègue parlait de les mesures, par exemple, comment savoir que la terre est suffisamment humide. C'est le vieux, c'est la personne âgée qui a l'expérience, qui va pointer son bâton, sa canne. Quand la canne s'enfonce sans difficulté jusqu'à 20 cm, il dit, les gars, vous pouvez semer, vous pouvez labourer, sinon vous serez en retard. Et lorsque j'ai fait l'expérience à Waké, on a comparé la canne du vieux, ça faisait à peu près les 18-20 cm de précipitation. On a fait l'expérience sur une semaine, au moment où quand il a plu, après on allait voir lui, on dit papa, on veut ta canne là, je dis, mais est-ce que ma canne a pour vous? Donc on enfonçait jusqu'à ce que l'humidité du sol soit suffisante pour permettre aux racines nouvelles des grains de s'enfoncer sans difficulté. Donc, ça, c'est des stratégies endogènes, c'est ce que les gens connaissent et transmettent de génération en génération. Vous voyez, donc, c'est important. C'est important ce que le collègue est en train de dire. Et on peut créer le concept.
on va tenter de le créer. Mais jusqu'à présent... Déjà, il a dit qu'il s'est déjà lancé dans cette bataille de création. On va mettre nos armes ensemble pratiquement, je ne sais pas. Mais est-ce qu'un concept peut être exportable à d'autres groupes socio-culturels? Pourquoi pas? Non. Bon. C'est pas possible. Non. Non, et chaque groupe socio-linguistique aura son concept. Exactement. Si entre-temps il y a des mixages et qu'il y a une intercompréhension linguistique, voilà, peut-être que là, on peut voir jusqu'à quand c'est possible de faire adopter, n'est-ce pas, le concept qui aurait été retenu. Quand je prends par exemple le sud Bénin, il y a des mots qu'on... Je vais vous donner un exemple. Oui, allez-y, professeur. Le tourbillon en fond s'appelle Khassa Khassa Djoron. D'accord? Ouais. Si on traduit littéralement, c'est le vent qui tourne sur lui-même. Oui. Djoron. Ouais. Vent, Khassa Khassa Djoron qui tourne sur lui-même. Ouais. En bâton, c'est Wogona. Wogona, oui. Wogona, quand vous traduisez Wogona pour quelqu'un qui fait une traduction littérale, mais il va mourir de rire. Parce que ça veut dire vent pintade. C'est vrai. Il y a donc des expressions qui sont porteuses d'imaginaire ou d'imagination, donc qui ne peuvent pas être transcrites ou bien traduites d'une langue à l'autre. Ok. Je vois. Voilà. Ben, professeur, je vous laisse pas, vous allez laisser momentanément votre place à M. Meda Ouina Kowan. Parce qu'avec vous, on va aborder tout à l'heure, bien sûr, la place des proverbes, des adages et chants dans le climat. Je vais demander à M. Meda, venez, M. Meda Ouina Kowan, venez vous installer. Donc, tout à l'heure, Dr Akibou. Alors, M. Meda Ouina Kowan, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes directeur général des changements climatiques au niveau du ministère du développement durable, du cadre de vie. Enfin, cadre de vie, développement durable, excusez-moi. Cadre de vie, développement durable. Non, c'est plutôt le directeur de la gestion des changements climatiques. Ah oui, directeur de la gestion. Ok, d'accord. Merci pour la clarification. Alors, c'est vrai qu'on a déjà commencé par parler de ces connaissances endogènes. Alors, dites-nous au plan local, qu'est-ce qu'on fait de ces connaissances? Est-ce qu'aujourd'hui, nos décideurs ont pris à bras le corps ces connaissances pour que cela puisse nous accompagner dans les changements climatiques? Bien entendu, je crois que les professeurs certainement vous ont expliqué de long en large tout ce qu'ils ont fait en termes de documentation, de sensibilisation et même de valorisation de ces connaissances en allant vers les détenteurs de ces connaissances. Là, c'est dans les différents laboratoires. Exactement. Puisqu'ils vont, le laboratoire, c'est un cadre. Mais ce qui alimente le cadre, c'est ces informations recueillies auprès de ces détenteurs de ces connaissances-là. Et aujourd'hui, ils vont vers eux. Et ces détenteurs savent aujourd'hui que ceux qui savent du climat, que c'est valorisable. Du coup, ils ont commencé par y prendre soin. Et ce que nous avons commencé par faire au plan national, si vous permettez, nous avons commencé par avoir des signaux qui viennent de l'extérieur au plan international. C'est-à-dire que ces réflexions de proche en proche ont finalement amené la communauté internationale à dire il faut qu'on désormais on en parle. Vous voulez dire que la communauté internationale aussi s'intéresse bien sûr à ces connaissances endogènes? Il s'est déjà intéressé. Et je peux déjà vous dire, le premier signe en 2015, lorsqu'on a adopté l'accord de Paris, et lorsque vous le lisez, dans l'article 7 et précisément en son paragraphe 5, c'est bien clair que lorsque nous abordons la question de l'adaptation, impulsée d'abord par les partis, il faut que nous prenions en compte désormais la question du savoir endogène détenu par ces communautés locales et les peuples autochtones. Et également à cette conférence, à la 21e conférence des partis qui a accouché l'accord de Paris, une décision spécifique a été prise et qui a créé la plateforme des communautés locales et des peuples autochtones dans le domaine des changements climatiques. Ça, c'est vraiment intéressant. Et déjà, cette plateforme, et si vous le permettez, on a défini 3 fonctions spécifiques pour cette plateforme. La toute première fonction, c'est le savoir, intitulé le savoir. Savoir, vu dans le sens
de partage des informations, des données et connaissances que ces détenteurs ont, de façon à les conserver, de façon à permettre aux générations à venir de pouvoir les avoir et sans détérioration. La deuxième fonction, c'est celle liée à l'engagement, si vous voulez, en termes de renforcement de l'engagement de ces détenteurs-là. Okay. On a voulu que désormais, on les fait participer aux instants de décision. Il faut que ces détenteurs de savoir commencent par à venir, pourquoi pas sur ces plateaux, pourquoi pas là où on prend des décisions, qu'ils participent, qu'on trouve des traducteurs à eux, puis qu'ils parlent. Mais souvent, il y a cette barrière. Nous qui sommes allés à l'école, on n'aime pas souvent les associer à certaines prises de décision. Je vous dis, ça a commencé à parler, à commencer à prendre la conscience. Je pense que ces gens-là qui ne connaissent rien, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Bien entendu, voilà. Il faut qu'ils viennent. L'information qui passe d'un individu à un autre, vous savez que ça peut se détériorer. Donc, c'est notre deuxième fonction. La troisième, c'est ça, on a commencé déjà par parler, la prise en compte de ces connaissances dans les documents de politique, de stratégie, de planification, que désormais, on commence par avoir des tâches d'huile à l'intérieur. Alors, 3 ans après, c'est-à-dire de 2015 en 2018, un groupe de facilitation a été mis en place à Katowice. Certainement, vous étiez en Pologne. Si, j'étais en Pologne aussi. Ouais. Et ce groupe comporte 14 membres. Nous avons un représentant qui vient des 5 groupes régionaux des États membres des Nations Unies. Nous avons un représentant de chacun des 7 groupes sociaux-culturels autochtones reconnus par l'Organisation des Nations Unies et un représentant des pays États insulaires en développement et un représentant des pays les moins avancés que je représente au sein de ce groupe de facilitation. Et je peux dire, en termes de fonctionnement, ce groupe de facilitation qui vise à opérationnaliser la plateforme à travers les 3 fonctions dont je viens de rappeler, tient ces sessions, 2 sessions par an. Donc vous voyez, en 2018, mis en place, donc en 2019, les 2 sessions ont pu avoir lieu et qui a permis de mettre en place un plan d'action de 2 ans, de 2020 à 2021, d'une douzaine d'activités spécifiques. Mais en 2020, avec la crise sanitaire, les activités sont ralenties puisqu'on ne peut plus travailler ensemble. On est obligé de travailler par visioconférence. Donc, pour mettre en place les thèmes de référence, la méthodologie à utiliser pour opérationnaliser ces différentes activités-là. Donc, c'est pour vous dire que beaucoup de choses se font. Et c'est dans ce cadre, déjà, d'ailleurs, qu'un atelier national a eu lieu à Parakou en juillet 2020 sur 4 jours où nous avons travaillé aussi bien avec les gouvernements, c'est-à-dire chacun dans son domaine d'activité, et puis les groupes socio-culturels eux-mêmes qui sont venus pour nous permettre de savoir ce qu'il faut faire et avoir des connaissances et définir les méthodologies ou la façon dont nous pouvons intégrer ces connaissances, ces savoirs endogènes dans notre plan national d'adaptation en cours d'élaboration et dans l'actualisation des contributions déterminées au niveau national. On pourrait dire que le BNF fait déjà beaucoup d'efforts pour prendre en compte ces connaissances endogènes. Bien entendu, puisque ces 2 documents dont je viens de parler, et dès qu'ils seront disponibles, excusez-moi, vous verrez clairement que ces connaissances et savoirs endogènes y figureront et certainement on aura des actions spécifiques de mise en œuvre à travers des financements appropriés. Est-ce que vous, particulièrement, au début, vous avez connaissance de ces savoirs endogènes? Est-ce que... Non, j'avais des connaissances aussi vagues, puisque comme chacun vient d'un milieu, et il y a toujours dans le langage, comme moi je suis mari, donc il y a toujours... c'est-à-dire les parents qui nous disent attention, si nous devons labourer, nous devons semer, on dit non, avec l'apparition de telles fleurs-là, ce n'est plus évident qu'on sème. Maintenant, il faut qu'on arrête carrément, sinon on risque de perdre les semences, et de perdre de l'argent, de perdre l'énergie inutilement. Mais donc, vous ne l'avez pas pris au sérieux? Non, ça nous disait même pratiquement rien. Puisque les parents parlaient, bon voilà quoi. C'est maintenant que je me rends compte que tout ce que... Et pour le retrouver maintenant c'est difficile puisque j'ai perdu pas mal et puis il faut reconstituer. J'ai vu maintenant la valeur de ça et c'était vraiment important qu'on documente et qu'on conserve ces informations-là pour les générations futures. Et déjà à la maison, j'en parle déjà à mes enfants, le peu que je connais.
Merci beaucoup, monsieur Mesdames, directeur de la gestion des changements climatiques. Merci. On va vous laisser partir. On va demander à Dr Akibou de revenir rapidement. Merci. Parce qu'on a parlé, bien sûr, des adages, des proverbes, bien sûr, dans le domaine des connaissances endogènes. Mais en attendant, professeur Bokoro Ganta, c'est vrai qu'aujourd'hui, ces connaissances jouent un rôle important quand même pour le développement de nos différentes nations. Mais est-ce que parfois, il n'y a pas conflit de méthodologie? Quand on prend bien sûr les méthodes au niveau des scientifiques et ces méthodes que nos sages essaient d'utiliser dans leurs différents terroirs, est-ce qu'il n'y a pas souvent ce conflit de méthodologie? Est-ce qu'on accepte souvent facilement ces techniques? Non, il n'y a pas de conflit de méthodologie parce que ce sont des connaissances qui ont fait, disons, qui ont fait leur temps et leur preuve. Okay. Il y a eu le temps d'élagage et ne sont restés en place que ce qui est vraiment la quintessence. Donc, lorsqu'on vous dit une expression, on sait que, par exemple, cette expression a fait beaucoup de victimes pendant plusieurs années, parfois même pendant des siècles, avant que cela ne se passe. Et, si je puis me permettre un exemple par exemple, d'adaptation qui a fait aussi des victimes, c'est que le sorgho, Sorghum vulgare, couramment appelé gros mil, a un cycle de 6 mois. Vous mettez en terre en avril et vous récoltez en juillet-août. Alors, c'est fait qu'avec le raccourcissement, le rétrécissement ou l'installation d'une saison sèche en pleine période humide au sud du Bénin a perturbé sérieusement le cycle du sorgho et les paysans, les populations ne récoltaient pratiquement plus rien. Ajoutez à cela les oiseaux mange-mil qui avaient, dont les essaims avaient énormément grossi et qui picoraient directement le gros mil en épi. Vous connaissez le mil, c'est en épi. L'oiseau vient et picore et va donner à ses oisillons. Et les colonies grossissaient et les populations n'avaient plus rien. À tel enseigne que ça a installé la famine, la disette, et que vers 1848, eh bien, le roi du Dahomey s'en était plaint à son ami Guézo, le roi Guézo. Sous Tchacha de Souza dit vraiment j'ai des problèmes, je n'arrive plus à nourrir, je n'arrive même plus à envoyer mes troupes en guerre pour récupérer, excusez-moi le thème, ce que j'avais promis comme esclave et tout ça. Le Tchacha lui dit mais c'est pas un problème. Chez vous, la sécheresse n'est pas aussi importante que chez moi, dans la Sertao brésilienne. La pointe du Brésil, la pointe orientale du Brésil, c'est la Sertao. Très 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 sèche. Et il a fait amener 2 ans après le retour du bateau du maïs, et du manioc et du arachide. Il a dit bon, sème chez toi, ça pousse chez moi, ça doit pousser chez toi aussi. Le roi, qui je ne sais pas prier, a appelé son ministre de l'agriculture et de l'eau, Topo, pour dire bon, écoute, il paraît que ça pousse de là, d'où ça vient, point. N'a pas dit tu en répondras de ta tête, mais c'est tout comme. Et puis l'autre a appelé toutes les seigneuries, tous les royaumes pour dire bon, écoutez, paraît que ça pousse d'où ça vient, vous en répondez de vos têtes. C'est comme ça que il y a une mutation agricole et mutation alimentaire entre le maïs qui s'est installé progressivement au détriment du mil. Pourquoi? Le maïs, d'abord, c'est de gros grains. Ensuite, il y a des spates. L'oiseau met du temps à enlever d'abord les spates avant d'aller prendre un grain. Donc, ça mettait plus de temps et tout ça. Bon, bref, ça a diminué les essaims d'oisillons, ça les a repoussés plus au nord. Et le maïs mettait 4 mois au lieu de 6 mois. Donc, avril, mai, juin, juillet, au plus tard, on pouvait récolter le maïs. Ça a été une des premières adaptations formidables dans un contexte de climat qui a changé. Est-ce que vous voyez? Alors, nous, on retrouve, par exemple, ça,
on retrouve dans nos prières ancestrales, dans nos libations, le liran, qui est la bière du mil, alors qu'il n'y a plus de mil dans ce contexte-là depuis pratiquement 1850. C'est le mal qui est là. Oh, c'est le masque. Oui, donc il y a un certain nombre d'indicateurs d'évolution. Évolution, c'est pourquoi dire que cette évolution a été forcée. Les gens ont dû subir d'abord avant que de trouver la solution. Il y a eu d'autres cas beaucoup moins heureux, mais bon. C'est quand même de belles histoires. Hein? Oui, docteur Akibou, je reviens à vous maintenant. La place des proverbes et des adages, les chansons aussi. Oui. Les proverbes, les adages et les chansons constituent en réalité, je dirais, la mémoire même de des connaissances ethnoclimatologiques. C'est en fait comme le coffre-fort dans lequel on met on sauvegarde ces connaissances-là. En réalité, pour traduire ce qui est pensé à partir d'une très longue et minutieuse observation, les parents ont cette ingéniosité de construire ou de concevoir des adages, des proverbes et même des chansons pour évoquer certaines situations qui sont préoccupantes. Vous pouvez donner quelques exemples? Absolument. Allez-y, docteur Akibou. Voilà, mais en pays fond, par exemple, vous avez dit tout à l'heure quels sont les indicateurs qui permettent de prévoir. J'ai parlé des indicateurs phyto-zoométéorologiques, mais par exemple, il n'y a que à partir de l'observation même de l'homme en tant qu'être, avec une situation sanitaire peut-être un peu dégradante, on peut prévoir un certain nombre de phénomènes météorologiques. Ah oui. Par exemple, en fond, on dit au hudu fondo ji, ou un chlé jina jaton. Hudu fondo ji, ou un chlé jina jaton. C'est-à-dire, lorsque le rhumatisant commence par se tordre de douleur, c'est un signe énorme de ce que la pression atmosphérique a chuté et que potentiellement on va enregistrer des précipitations. Ça, c'est une observation qui est faite sur l'homme même, mais qui a rapport avec le climat. Alors, en pays ouémin, par exemple, on fait appel aux paysans pour aller commencer par préparer les champs, les semis, tout ça, à partir d'un certain nombre d'indicateurs. On dit Ahumono jado gbame bojinoja, ahun jado gbame awoko wane, awokawa gelesi dona ikpo kele tonda inu tovini tamonudu. C'est-à-dire, lorsqu'il y a brouillard dans la vallée, c'est un signe de ce qu'il n'y a pas de précipitation. Mais lorsque le paysan constate qu'on est dans cette période-là, s'il doit faire quelque chose, c'est qu'il doit commencer par préparer son champ pour les semis à venir. Voyez-vous, j'ai créé une synergie entre cette réalité qui fait appel à la conscience, n'est-ce pas, de la population paysanne, aller vers la préparation des champs, tout ça. Lorsqu'on dépense maintenant de l'énergie et qu'on arrive à cultiver et que le bouleversement des paramètres climatiques maintenant fait en sorte que l'on n'a pas au finish le rendement espéré, il y a mécontentement. C'est vrai. Et là aussi vous avez des chansons qui permettent d'exprimer ce mécontentement. En pays Holi par exemple, vous entendez inombimi inombimi o kosi huya anta Ijo gboye wọn dáadé ká bá ní lọ́bọ̀ kò sówó lọ nìkan lè ṣe pé gbà ìṣẹ̀lẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ rí pa ìrọ̀ òjò mú gbogbo kò ká ṣe é ráhùn-ráhùn. Oh que je suis mécontent parce qu'il n'y a rien à vendre. Les jours fixés pour les cérémonies de nos ancêtres nous ont surpris. Regardez par vous-même comment l'absence de précipitations a mis le paysan dans le désarroi. Et donc c'est dans cette situation-là par exemple que vous allez voir, on va invoquer, n'est-ce pas, les dieux, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent intercéder et donner les précipitations. Et quand vous allez au niveau de ces connaissances, vous allez voir que c'est toute une base de données.
En pays, chez les Dindi par exemple, Oui. chez les Dindi par exemple, on dit Kiningi Yogaria, Nye Gologo Gungu, Yoruba me Gombo, c'est-à-dire que. Ouais, je me rappelle, mais quand on était petit, on chantait. Voilà, ça c'est des. Par rapport, ouais, je me rappelle bien. Les enfants qui sont des innocents sont appelés à faire donc de ces genres de pratiques pour qu'il y ait des précipitations. Je ne veux pas partir d'ici sans parler Bariba. Ah ben, naturellement, naturellement. Voyez-vous, les Bariba et les autres, par exemple, disent Gourate Gousso Yaguro. Gourate Gousso Yaguro, c'est-à-dire la pluie a tapé le marchand au marché. Eh ben, quand vous entendez par exemple les noms comme Tchabigoura, Nyongoura, c'est des familles qui sont en réalité réputées pour des cérémonies qui permettent d'intercéder, c'est-à-dire de demander la pluie. Quelqu'un m'a dit tout a disparu. Mais ça reste encore. Ah ouais, ça reste encore. Oui, ça reste encore. Tout n'est pas parti. Non, tout n'est pas parti. Les gens continuent, n'est-ce pas, de faire ces pratiques parce que ils croient en ça et ça se révèle être réel. Il faut aller en milieu réel pour pouvoir savoir que on ne peut pas se départir de ces choses-là. Moi, je dirais à nos chers téléspectateurs que cette partie, elle est très importante, surtout les adages, les chants. On va y revenir. Je crois qu'il faut quand même qu'on donne encore une autre émission à cette partie. Parce que c'est très important. Ce qui m'a séduit dans... Vous n'êtes pas de ce milieu, mais vous le chantez correctement. Vous parlez bien d'Indi et Bariba, et même fond, alors que vous êtes Nago. Je suis Holi. Holi, voilà. Et là, si je ne dis rien en Holi que je partais, ben là, c'est grave. Les ancêtres vont me punir. Là. Vous avez dit quoi en Holi? En Holi, par exemple, il y a cette chanson qui assimile un peu les changements climatiques aux différents comportements incestueux, tout ça que les gens se développent au cours de ces dernières années, tout ça, et qui fait appel à la conscience de la jeunesse à ne plus développer des pratiques qui ne suivent pas une certaine logique morale. Voilà. On dit Emma Baloudje Iwan Raju Okpoko Mbaloudje Esekeni Oishaye Marojo Anche Kasela Fukamuka Vura Sojufu Tebele Emma Baloudje Iwan Raju Okpoko Mbaloudje Esekeni Oishaye Marojo Anche Kasela Fukamuka Vura Sojufu Tebele. Ah, ne détruisez pas le pays sur nous. Parce que le pays, c'est un bien commun. Commun, exactement. Voilà, donc il faut adopter, n'est-ce pas, de bons comportements pour que, n'est-ce pas, cette divinité qui intercède pour que nous, on ait la pluie en temps normal, puisse continuer par répondre à ces exigences quand on va lui demander de nous donner des précipitations. Docteur Kivuwa, merci beaucoup. Je sais que aussi que le professeur Bokangata a trop de choses à nous dire, mais le temps est parti. Mais néanmoins, aussi, vous permettez, on va ouvrir quand même notre dico pour réexpliquer davantage quelques mots qu'on a utilisés au cours de cette émission. Si tout va bien, on va à la régie, on va ouvrir le dico de l'environnement. Alors, professeur Bokonoganta, c'est vrai que quand on parle de connaissance, savoir et connaissance endogène, est-ce qu'on pourrait l'expliquer dans un français plus facile pour permettre aux gens, à tout le monde de comprendre? Français plus facile? Plus facile, voilà. Bon, il s'agit de choses que les gens ont accumulées depuis des générations et des siècles sur ou dans le domaine du climat, mais du climat vécu. C'est différent de l'information mesurée. C'est une information qualitative qui part du vécu quotidien des populations et qui diffère des mesures effectuées en station météorologique, mais qui complète cette information parce qu'il n'y a pas de station partout, parce qu'il n'y a pas de pluviomètre partout et que la densité actuelle du réseau d'observation ne permet pas d'avoir une information intégrale. Donc, ce sont
des terminologies, ce sont des terminologies, ce sont des façons de faire, ce sont des stratégies. Je récapitule seulement en parlant de évaluer croyances, connaissances, attitudes et pratiques populaires dans le domaine du climat. Voilà. Alors, on a aussi dit les savoirs endogènes à l'échelle du terroir, Dr Akibou. Ouais. Ça veut dire que quand on quitte le champ plus large, chaque terroir a ses connaissances endogènes, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Il y a des connaissances qui sont spécifiques, n'est-ce pas, à des terroirs donnés. Oui. C'est ça qui définit de façon très simple ces savoirs à l'échelle des terroirs. C'est-à-dire qu'il y a ces connaissances qui ne sont pas réplicables à une plus grande échelle. Okay. Oui, c'est ça même la spécificité et la difficulté parfois de l'ethnoclimatologie. Okay. Parce que ces connaissances, vous savez, quand on est dans le domaine de la science, on nous dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes contextes, quelque chose comme ça, etc. Et que si la connaissance, elle est scientifique, ça veut dire qu'elle est universelle. Exactement. Alors, quand vous prenez par exemple une chanson que je viens de fredonner, si je vais en pays Marie, on dit Djimadja Atoagba. Djimadja Atoagba. Mais Emicho Igbegledo Dji, Emicho Igbegledo Do. Voilà, vous voyez, ça c'est propre à eux. Ouais, c'est propre à eux. C'est propre à eux. C'est ce genre de connaissances. Vous allez retrouver d'autres choses peut-être similaires ailleurs, mais ça ne va pas se dire forcément de la même façon. Mais là, dans ce cas, est-ce qu'on pourra parler d'universalité de ces connaissances endogènes? Oui. Oui, c'est possible. Oui. La foudre est entièrement universelle. Que ce soit dans ses manifestations, que ce soit dans ses fonctions, la foudre, c'est le tonnerre, est partout homogène. Il y a des phénomènes qui sont tout à fait l'arc-en-ciel, ça a les mêmes concepts et connotations partout. C'est dans Aïdo Wedo, on l'appelle Oshumare, mais qui a des propriétés, qui auraient des propriétés de bonheur ou de richesse. Ouais. Et il en est de même de... Qu'est-ce que je veux dire? Tout à l'heure, le collègue a donné l'exemple de brouillard dans la vallée. C'est seulement à cet endroit-là que vous retrouverez le brouillard dans la vallée. Mais ce n'est pas ça se répétera pas sur le continent, c'est pas la même chose. Donc c'est ça qui fait à peu près les spécificités dont il parlait tout à l'heure. Il y a des phénomènes qui sont, disons, supra-terroir, si je puis m'exprimer comme ça, mais il y a d'autres qui sont spécifiques au terroir. Vous savez, celui qui a l'aptitude de bloquer la pluie, ou de provoquer la pluie quand les gens ont des cérémonies, il réagit au niveau du terroir. Mais là, vous faites appel à la thèse de Dr Akibou. Oui, pratiquement. et moi aussi, je connais 17 manières pour faire tomber la pluie ou pour la retenir, mais là n'est pas le problème le plus important. Le problème le plus important, c'est quoi? Vous prenez, il y a des spécificités. Par exemple, Bangberemou à Parakou. Bangberemou à Parakou, il faisait la pluie le beau temps. Ouais. Oui. Donc, à Porto-Novo, il y avait un monsieur Gawado. Donc, il se met à pleuvoir, Dru, Kayaba, et la pluie cessait. J'ai envoyé un jeune homme à Sakete. Il me dit, bon, professeur, vraiment, la dame dit que vous devez venir vous-même. J'ai dit, je n'irai pas. La dame dit, mais votre professeur, il demande la pluie, pourquoi lui-même ne vient pas? Je lui ai mis un peu sur la tête, elle est sortie, elle était dans sa case, elle est sortie avec une calebasse, elle reste derrière moi, elle ouvre la calebasse, il se met à pleuvoir et elle referme. Et bon, il y a énormément de... Donc, il y a des choses qui sont valables au niveau terroir. Mais, comme je le dis, il y a des phénomènes, des forces supra-terroir. Et c'est tout cela qui est une grosse je ne vous arrête pas, mais je me dis, il vaut mieux qu'on garde toute cette partie, bien sûr, de ce développement à l'autre numéro de cette émission.
Bien sûr, on verra bien sûr votre disponibilité et vous, Dr Akibou, et vous, professeur Bokanganta, pour que vous reveniez bien sûr, parce que je suis sûr que les gens vont en demander encore. Je suis très sûr. Merci bien sûr beaucoup à vous, professeur Bokanganta. Merci, vous êtes expert international en climatologie. Merci, Dr Akibou, ethnoclimatologue. Vraiment, merci beaucoup. Merci. J'ai beaucoup aimé du fait que vous avez pu embrasser toute la région, chanter dans la langue, et puis moi j'ai compris parce que je suis un peu du Nord, donc je comprends un peu ce que vous dites. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Merci. Merci beaucoup. Ce sera tout pour ce numéro de votre émission Le Portail du Environnement. Merci pour votre attention et bonsoir chez vous.